Cette présentation est consacrée à l'écrivain Gustave Flaubert. Dans un premier temps, nous reviendrons sur la vie de Gustave Flaubert, puis nous nous pencherons davantage sur ses œuvres. Flaubert naît à Rouen le 12 décembre 1821 dans une famille de la bourgeoisie locale. Son père, chirurgien, est médecin en chef à l'Hôtel-Dieu et est donc un notable. Il a un frère qui deviendra également chirurgien et une sœur. Il est élève au lycée de Rouen entre 1832 et 1839. C'est un élève doué mais indiscipliné, plus intéressé par l'écriture de textes déjà influencés par le romantisme et le fantastique. De 1841 à 1844, il monte à Paris faire ses études de droit, qui l'intéressent très peu et dans lesquelles il ne s'illustrera pas. Au lieu de se consacrer à ses études de droit, il fréquente les milieux artistiques et notamment l'atelier du sculpteur Pradier, dans lequel il fait de nombreuses rencontres qui seront très importantes pour lui. Il y croise notamment Victor Hugo, il y rencontre celui qui sera son ami Maxime Ducamp, mais également Louise Collet, avec laquelle il entretiendra une passion et une correspondance très importante. Cependant, en 1843, se déclare une maladie nerveuse, assimilée par certains à l'épilepsie, qui le contraint à abandonner ses études et à rentrer à Croissé pour être suivi par son père. En 1844, Flaubert se retire donc dans la propriété familiale de Croissé, dans laquelle il vit avec sa mère et sa nièce à partir de 1846, année de la mort de sa sœur, mais également de son père. La mort de son père lui laisse un important héritage, qui lui permet de se consacrer à la littérature tout en vivant de ses rentes. Flaubert se consacre désormais tout entier à l'écriture. C'est un écrivain ascète qui s'isole de longs mois pour écrire, tout en entretenant en parallèle une correspondance importante avec ses amis, et qui se rend de temps en temps quand même à Paris, où il entretient une vie mondaine, fréquente de nombreux écrivains, et est notamment reçu dans les salons les plus importants, notamment celui de la princesse Mathilde. En 1848, il se rend spécialement à Paris pour assister à la Révolution en cours qui met fin au règne de Louis-Philippe et instaure, pour un temps au moins, la République. Il retrace cet événement dans le roman L'éducation sentimentale. Entre 1849 et 1850, il entreprend un grand voyage en Orient avec Maxime Ducamp, dont on peut lire le récit sous le titre Voyage en Orient. Intéressons-nous maintenant à l'œuvre de Flaubert, en commençant par nous pencher sur sa méthode de rédaction. Comme nous l'avons dit, Flaubert est un écrivain ascète qui s'isole de longs mois pour se consacrer à l'écriture de ses ouvrages. L'écriture est pour lui un travail laborieux qui demande en amont une forte documentation. L'auteur fait donc des recherches, se rend sur place pour collecter les informations, lit un nombre considérable d'ouvrages. Pour l'éducation sentimentale, il va jusqu'à se renseigner sur le menu proposé par le restaurant Les Trois Frères Provençaux à Paris à l'époque du roman. C'est par cette importante documentation qu'il a pu être rapproché des naturalistes. À la précision de cette documentation correspond également une exigence formelle. Flaubert passe son temps à réécrire ses phrases afin qu'elles sonnent le mieux possible, comme en témoigne notamment la page du manuscrit de Madame Bovary que vous pouvez voir ici. Et pour juger de la sonorité de ces phrases, il les gueule dans son bureau, c'est donc l'épreuve du gueuloir. L'écriture est jugée à l'aune de l'oralité. Cette exigence de précision témoigne d'un regard attentif aux moindres détails, d'une volonté de formuler chaque impression de la façon la plus juste possible. C'est ce qui d'ailleurs a suscité le reproche en matérialisme de l'écriture de Flaubert. L'écriture de Flaubert, attentive au réel, nous en donne en effet la sensation dans ses moindres détails et objets. Le style est pour lui une manière de voir les choses, et donc de les faire signifier. L'une des grandes tentations en histoire littéraire est de classer les auteurs dans des écoles, des courants, des mouvements. Toutefois, cela n'est pas toujours possible sans faire de raccourcis, et il faut alors privilégier une approche en termes d'influence et de proximité. C'est le cas pour Flaubert, qui apparaît davantage comme un inclassable. Si l'on a tendance à rattacher Flaubert au réalisme et au naturalisme, lui-même se refusait à se lier à un quelconque courant littéraire. Flaubert est perçu dès l'apparition de Madame Bovary comme un écrivain réaliste. En témoigne cette lettre à Edmard Roger Desgenettes du 30 octobre 1856, écrite à cette occasion. Je cite « On me croit épris du réel, tandis que je l'exècre, car c'est en haine du réalisme que j'ai entrepris ce roman.
Certes, il y a là de la posture, mais également l'énoncé de la complexité du rapport de Flaubert au réel et au réalisme. Car s'il écrit bien certains de ses romans majoritairement en registre réaliste, Flaubert ambitionne de représenter, et le terme est important pour lui, le vrai, tout en ayant un souci du beau et du style. Il existe chez lui, comme l'écrit la critique Marie-Astrid Charlier, une tension entre représentation du réel et autonomie de la littérature. C'est cette qualité d'observation que l'on trouve dans ses romans qui suscite l'admiration de Zola, et lequel le prend comme modèle, et donc par extension de tous les naturalistes. En effet, l'importante recherche documentaire et l'attention portée aux détails sont des caractéristiques de la démarche flaubertienne que reprennent également les naturalistes. Flaubert exprime cependant lui-même la dualité de son style dans une lettre à Louise Collet datée du 16 janvier 1852. Je cite : « Il y a en moi, littérairement parlant, deux bons hommes distincts. Un qui était pris de gueulade, de lyrisme, de grands vols d'aigle, de toutes les sonorités de la phrase et des sommets de l'idée. Un autre qui fouille et creuse le vrai tant qu'il peut, qui aime à accuser le petit fait aussi puissamment que le grand, qui voudrait vous faire sentir, presque matériellement, les choses qu'il reproduit. Celui-là aime à rire et se plaît dans les animalités de l'homme. » Ainsi, l'écriture de Flaubert est en tension entre une certaine élévation lyrique et ce qui s'apparente presque à un abaissement matériel. Le romantisme a été une influence majeure dans la jeunesse de Flaubert, qu'il tente donc de réfréner, mais qui reste toujours tapi dans l'ombre du style presque matérialiste de l'auteur. Plus que de thématiques, nous souhaiterions ici parler des orientations de l'œuvre de Flaubert, en évoquant presque des pôles d'attraction qui se retrouvent à différentes doses dans chacune de ses œuvres. Commençons par l'ironie, qui est omniprésente dans l'œuvre de Flaubert, et qui permet une mise à distance qui rend très complexe l'interprétation des romans flaubertiens. Flaubert représentant souvent des personnages qui échouent dans leur entreprise, à l'ironie que le narrateur utilise, vient se mêler une forme d'empathie envers ces mêmes personnages. Cette ironie joue aussi dans la représentation de la bêtise, thématique flaubertienne par excellence. Dans une lettre à mademoiselle Leroyer de Chantepie, datant du 16 janvier 1866, il écrit : « Il y a un fond de bêtise dans l'humanité, qui est aussi éternel que l'humanité elle-même. » On voit donc l'importance donnée à la bêtise, que Flaubert repère partout et en tout temps. La bêtise est pour lui le mal du siècle, qu'il s'agit d'exposer dans ses romans. Le dictionnaire des idées reçues en est l'illustration par excellence. Enfin, l'œuvre de Flaubert se déploie dans trois cadres privilégiés : l'Antiquité, le Moyen-Âge et le XIXe siècle contemporain. Trois cadres qui suscitent le déploiement d'imaginaires différents et des postures également différentes de la part de l'auteur, qui se fait tour à tour historien, psychologue, observateur des mœurs, mais aussi, parfois, témoigne d'un certain attrait pour le surnaturel, ainsi que l'a souligné Samuel de Sacy. Nous allons maintenant passer en revue les différentes œuvres de Flaubert, en commençant par Madame Bovary, publiée en volume en 1857, après une publication en feuilleton en 1856 dans la Revue de Paris. Madame Bovary est le roman par lequel se fait connaître Flaubert, en raison du scandale qu'il suscite. Cette œuvre raconte entre autres les amours adultères de l'héroïne, ce qui valut à Flaubert un procès pour atteinte à la morale et à la religion, la même année que Baudelaire pour les Fleurs du Mal. Flaubert gagne son procès et l'ouvrage connaît un grand succès. De Madame Bovary est issu le bovarisme. Bovary a en effet donné son nom à la pathologie dont l'héroïne souffre et qui consiste à se faire des illusions sur ses capacités et donc à souffrir de la monotonie et de la médiocrité du réel qui n'est pas à la hauteur, tout en cherchant une échappatoire dans l'imaginaire. En 1862, Flaubert fait paraître Salammbô. Il puise ici dans la matière antique pour retracer l'histoire de Carthage à la fin de la première guerre punique, donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ, à travers l'affrontement entre les mercenaires barbares et les Carthaginois. Il mêle une histoire d'amour violente entre le chef des barbares et la fille du chef des Carthaginois à une reconstitution historique. Pour écrire ce roman, Flaubert se documente énormément et entreprend même un voyage
sur les ruines de Carthage en 1858. En 1869, c'est l'éducation sentimentale qui paraît. Il est difficile de résumer ce roman puisque Flaubert disait lui-même vouloir faire tenir l'océan dans une carafe avec ce texte. Le roman apparaît comme une grande fresque. C'est une œuvre d'abord commencée dans sa jeunesse. Il existe une première version de 1845, reprise et modifiée, qui porte une forte inspiration autobiographique. Flaubert transpose notamment l'amour de jeunesse qu'il a pu éprouver pour Elisa Schlesinger à l'amour que porte Frédéric Moreau à Madame Arnoux. Le livre se présente comme le portrait moral d'une génération à Paris sous le règne de Louis-Philippe. C'est un échec commercial, car le livre n'est pas compris. En 1874, Flaubert fait paraître La Tentation de Saint-Antoine. Il s'agit d'une œuvre de chœur dont l'auteur a déjà donné deux versions, l'une en 1849 et l'une en 1856. Ce texte, qui s'apparente à une sorte de poème, raconte les dialogues d'Antoine avec des apparitions qui tentent d'éprouver sa foi alors qu'il vit en ermite. La Tentation de Saint-Antoine fut très mal reçue, notamment par le cercle de Flaubert qui ne comprenait pas cette œuvre. Après les échecs successifs de l'éducation sentimentale et de la Tentation de Saint-Antoine, et alors même que Flaubert connaît deuils et difficultés financières, il se met à écrire, en 1875 et en 1876, les trois textes recueillis dans les trois contes en 1877 et qui connaîtront enfin un certain succès. On retrouve dans les trois contes les trois cadres flaubertiens. Un cœur simple raconte la vie de Félicité, servante au XIXe siècle. La légende de Saint Julien l'Hospitalier reprend une légende médiévale que l'on trouve dans la légende dorée de Jacques de Voragine. Et Hérodias s'inscrit dans le cadre antique en racontant la façon dont Salomé demande et obtient la décollation de Jean le Baptiste. On n'a plus ensuite d'œuvres publiées du vivant de Flaubert. À titre posthume, on peut compter Bouvard et Pécuchet, publié en 1881. Il s'agit d'un roman inachevé qui raconte les expérimentations scientifiques et intellectuelles de deux amis, Bouvard et Pécuchet, partis s'installer en Normandie. Dans ce texte, Flaubert explore plus que jamais la bêtise et s'appuie sur une très importante documentation. Il fait à nouveau énormément de lectures pour cette œuvre, lectures qui sont d'ailleurs mises en scène puisqu'elles sont également faites par les deux personnages. À côté des œuvres dites majeures de Flaubert, existent d'autres œuvres. Un peu à part dans la production, le Dictionnaire des idées reçues est composé d'un ensemble de définitions et d'aphorismes imaginés par Flaubert et qui tournent autour de la bêtise. C'est une œuvre également inachevée et qui est souvent présentée dans les éditions à la suite de Bouvard et Pécuchet. Flaubert écrit depuis son plus jeune âge. Sa correspondance enfantine garde les traces de projets théâtraux, puis Adolescent et jeune homme, ce sont les romans qui l'occupent. Cette production est désormais éditée. Elle se divise entre des œuvres originales et des œuvres ayant ensuite été reprises et modifiées. Dans cette dernière catégorie, on trouve ainsi les premières versions de l'éducation sentimentale et de la Tentation de Saint-Antoine. Parmi les œuvres de jeunesse, Mémoire d'un fou, Novembre atteste souvent de l'influence du romantisme sur l'auteur et d'un romantisme qui n'est pas encore tout à fait réfréné. Au XIXe siècle, le théâtre est un moyen d'acquérir une célébrité et une fortune rapide. La plupart des auteurs s'y essaient donc. Flaubert, comme Balzac avant lui, tente le théâtre, mais sans succès. On peut retenir ces deux pièces, Le Candidat, donc, écrite en 1873 et créée en 1874, est une pièce politique qui ne rencontre pas le succès espéré. Dernière pièce publiée par Flaubert et donc dernière œuvre publiée, mais de façon moins retentissante que ses œuvres romanesques, Le Château des Cœurs, rédigé en collaboration avec Louis Bouilhet et Dosmois en 1863, et publié dans La Vie moderne en 1881. Il s'agit d'une féerie, genre à succès au XIXe siècle, mais qui dans ce cas n'est pas jouée. Enfin, la correspondance peut être considérée comme l'œuvre ultime de Flaubert. C'est dans sa correspondance en effet qu'il expose ses conceptions esthétiques et politiques, et c'est grâce à sa correspondance que l'on peut accéder à sa vie, entre guillemets, intime. Sartre, d'ailleurs, dans L'idiot de la famille, note l'importance de cette correspondance, je cite, « Ses premières œuvres et sa correspondance, 13 volumes publiés, apparaissent, nous le verrons, comme la confidence la plus étrange, la plus aisément déchiffrable,
on croirait entendre un névrosé parlant au hasard sur le divan du psychanalyste. Sans aller peut-être jusque-là, on trouve en tout cas dans la correspondance des sources précieuses pour étudier l'œuvre.